Le moment est venu, chers auditeurs. C'est Mythes et Complots. Oui. Et allons-y là, dans le mystère. Et Christian Page est là. Et là, Christian, j'ai pensé à toi cette semaine. Oui. Quand j'ai vu qu'ils avaient découvert une nouvelle chambre dans la pyramide de Khéops. Voilà. Là, je me suis dit, Christian va, nous illuminer par sur cette information. J'espère. Ouais, j'espère. Écoute, c'est quand même un truc sur lequel je suis revenu à quelques reprises à ce micro. C'est une expérience, en fait, qui est menée maintenant depuis 2 ans. Un programme qui s'appelle le programme Scan Pyramids en anglais. Ça regroupe des chercheurs du monde entier. Il y a d'ailleurs des chercheurs canadiens qui travaillent à ce projet-là. Et malgré son nom, on ne se limite pas qu'aux pyramides. L'idée est de passer avec des systèmes très sophistiqués, littéralement au rayon X, plusieurs grands monuments de l'Égypte antique, incluant bien sûr les pyramides. J'ai beaucoup parlé l'année dernière, par exemple, que ces mêmes scientifiques avaient également passé sous l'œil de leurs appareils le tombeau de Toutankhamon. Ils ont noté notamment qu'il y avait une répartition de la chaleur qui se faisait de manière anormale au fond de la pièce où se trouvait le sarcophage, ce qui laisserait supposer qu'il y aurait peut-être un autre tombeau derrière celui de Toutankhamon. Et on sait que Toutankhamon est mort prématurément. Il avait à peu près 19 ans. Il est le fils, on croit, parce qu'il y a un lignage qui est assez difficile, mais on croit qu'il est le fils de Néfertiti. Or, la reine Néfertiti, une très grande reine d'Égypte, oui. On n'a jamais trouvé son tombeau. Alors, on se pose la question, est-ce que le tombeau de Toutankhamon aurait pas été aménagé à la sauvette, à l'entrée même du tombeau de Néfertiti, qui pourrait se prolonger au-delà de la chambre funéraire de Toutankhamon? T'imagines si on trouvait le tombeau de Néfertiti, toi? Ça serait extraordinaire, parce qu'il faut quand même se rappeler, et c'est pertinent avec notre histoire de pyramide, le tombeau de Toutankhamon, il faut se rappeler qu'il a été découvert en 1922 par un archéologue britannique du nom d'Howard Carter. Et quand Carter a trouvé le tombeau de Toutankhamon, c'est un petit pharaon. Toutankhamon, c'est pas un pharaon très important dans les dynasties égyptiennes. Et pourtant, son tombeau était richement rempli de véritables merveilles. Et c'est pourquoi on a un engouement pour Toutankhamon. C'est le seul tombeau d'un pharaon égyptien qui a été découvert à peu près intact. Alors, on s'imagine, pour un petit pharaon, les richesses qu'il contenait, si on pouvait trouver éventuellement un tombeau comme celui de Néfertiti ou d'autres grands pharaons, ça serait tout à fait remarquable. On arrive à notre histoire de pyramide. Elle a bien sûr passé, les mêmes scientifiques sont allés à l'intérieur, et là, c'est un papier qui vient de paraître dans Nature. Il y avait une rumeur qui circulait depuis plusieurs mois déjà, qu'on avait peut-être localisé au-dessus de la Grande Galerie. Il faut savoir que, disons tout de suite aux auditeurs, là, que l'image de la pyramide que l'on voit dans Astérix et Cléopâtre n'est pas la réalité. On imagine souvent la pyramide comme étant une sorte de dédale, de labyrinthe à peu près inextricable. Ce n'est pas ça. La pyramide est relativement, somme toute, vide. C'est très, très sobre à l'intérieur. Il y a un grand corridor qui mène à la chambre du roi. Il y a un corridor qui mène vers le bas de la pyramide, qui est la chambre de la reine. Et il y a une petite antichambre. C'est tout ce que contient la pyramide. Donc, 3 corridors, dont un qui se divise en Y. C'est à peu près tout. Alors là, évidemment, c'est beaucoup de pierres pour peu d'espace, finalement, à l'intérieur. Et on se dit... Et quand on la visite, en passant, moi, je l'ai visitée, la Grande Pyramide. T'es chanceux parce que maintenant, elle est interdite de visite. Alors... J'étais journaliste. Ouais. C'est comme ça. Les journalistes, moi aussi. C'est comme ça que je suis arrivé là. Mais le chemin qu'on prend, là, quand on entrait dans, il menait vers où, ce chemin-là? Parce qu'à un moment donné, on s'arrêtait, là. Donc, c'est ça. Donc, le premier chemin qui avance un peu, et en fait, ce chemin-là a été d'ailleurs fait par des pilleurs de tombes, au Moyen-Âge. Donc, on a comme réaménagé ça. On s'avance jusqu'à la Grande Galerie. Et lorsqu'on arrive à la Grande Galerie, il y a une galerie qui descend, qui mène vers la chambre de la reine. La galerie que tu as probablement empruntée, c'est celle avec entre nous deux, là. Il y a celle qui a des 2x4 qui permettent de l'escalader, là. Oui. Et qui t'amène à la chambre du roi, la très grande galerie. Ça, c'est la galerie principale qui amène à la chambre du roi. C'est à peu près tout ce qu'il y a là-dedans. Okay. Et il y a une petite antichambre. Et là, voilà qu'on savait qu'on avait peut-être localisé une pièce à l'intérieur de la pyramide. Depuis quelques mois, ça circulait déjà. Et là, avec cette publication dans Nature, les archéologues confirment, effectivement, il y a un espace vide au-dessus de la grande galerie. Alors, qu'est-ce que ça contient? Alors là, évidemment, c'est très mystérieux. Et évidemment, ça fait fantasmer. La Grande Pyramide, c'est le monument le plus imposant de l'Égypte antique. Et malheureusement, il a été pillé à l'époque de ses contemporains, du pharaon Khufu. La tombe, on croit que la tombe a été surveillée pendant quelques mois, et après, lorsqu'on a cessé de surveiller la tombe, probablement des pilleurs sont entrés à l'intérieur, se sont emparés du trésor.
Donc, la tombe a toujours été vide de richesse. Même au Moyen Âge, des pilleurs de tombes ont percé des trous. Si tu as vu la pyramide, tu as probablement vu sur une façade, il y a un énorme trou béant au milieu de la façade à peu près. Ce trou-là a été fait par des pilleurs de tombes au Moyen Âge. Donc, on a essayé de trouver des pièces secrètes dans la pyramide qu'on n'a pas trouvées. Là, on l'a localisée. Effectivement, il y a une pièce. Elle est curieusement dispersée, c'est-à-dire qu'elle semble être sur le long et non pas sur le haut. Alors, on commence à se demander à quoi elle pouvait bien servir. On n'a pas trouvé de moyen, on n'a pas trouvé de galerie qui permet d'accéder à cette chambre-là. Elle semble relativement vaste. Et là, on se pose la question, est-ce que c'est une pièce qui a servi à entreposer des choses? Et si oui, est-ce qu'elle est intacte et est-ce qu'elle contient des richesses? L'autre hypothèse évoquée par d'autres archéologues, c'est qu'il pourrait s'agir simplement d'un espace vide. Il faut se rappeler que la grande pyramide de Khéops est une sorte de modèle achevé. Mais avant la pyramide de Khéops, les Égyptiens se sont essayés à quelques reprises avec des pyramides avec plus ou moins de succès. Et un siècle avant la construction de la pyramide de Khéops ou de Khufu, ils ont construit une pyramide qu'on appelle pyramide rhomboïdale. Et quand on regarde des images de cette pyramide, on voit que le sommet de la pyramide s'est enfoncé au centre. On avait mal calculé le poids des blocs de pierre. Alors, on s'imagine que peut-être les Égyptiens, lorsqu'ils ont construit la pyramide de Khéops, ils ont simplement laissé un espace vide pour soulager le poids de la pierre sur l'architecture. On pourrait donc se retrouver, on pourrait découvrir malheureusement simplement un espace vide. Mais est-ce qu'on pourra aller dans cet espace-là, dans cette chambre-là? Évidemment. Est-ce que les autorités égyptiennes le permettront? On le sait, le département des antiquités égyptiennes est excessivement conservateur et on le comprend pour les trésors. C'est vraiment magnifique. Et pour l'instant, je pense que les chercheurs de Scan Pyramids mettront encore quelques mois à essayer de trouver une galerie, un mécanisme qui permettra de rentrer dans cette chambre s'il y en a. Il faut savoir aussi que quand on est dans la chambre des rois que tu as visité sûrement dans la Grande Pyramide, il y a de chaque côté de la chambre des ouvertures qui menaient originalement à l'extérieur de la pyramide. C'était des canaux qui permettaient d'amener de l'air à l'intérieur pour permettre aux ouvriers de respirer. Or, les ouvriers avaient développé un mécanisme avec des cordages et des anneaux scellés dans des blocs que lorsque le travail a été achevé, ils ont tiré ces cordages et au bout de ces corridors d'aération, des blocs sont tombés à l'intérieur du corridor, le bloquant définitivement. Donc, une sorte de mécanisme qu'il est impossible de renverser. Une fois que on a tiré la corde et que le bloc s'est mis en place, il n'y a pas moyen de faire marche arrière. Alors, on se demande, est-ce que cette pièce vide, ils ont fait ça aussi. C'est-à-dire que une fois la pyramide achevée, les ouvriers ont scellé de manière définitive l'accès à cette chambre. Et là, pour l'instant, il reste encore beaucoup de questions, mais déjà, il y a une sorte d'effervescence dans le milieu archéologique, la découverte d'une pièce. Il faut se rappeler que la dernière pièce qu'on a trouvée à l'intérieur de la Grande Pyramide date du 19e siècle. C'est une petite... En fait, ce sont des pièces au-dessus de la chambre du roi qu'on a découvert, et ça date du 19e siècle. Il n'y avait rien là-dedans, c'était simplement, encore une fois, pour soulager la structure. Mais on espère que là, cette nouvelle pièce va contenir quelque chose, et ça permet déjà de fantasmer. Ben oui, puis moi, ce que je trouve fascinant, c'est qu'encore aujourd'hui, on fasse de nouvelles découvertes autour de ces pyramides. Moi, j'en suis un monument qui est excessivement, qui a été longtemps l'un des monuments les plus visités au monde. C'est ça. Et encore et les gens, dans l'ignorance, passaient aux côtés de cet espace-là sans savoir qu'à quelques mètres d'eux, il y avait cet endroit-là. Cette chambre-là. Ouais. On va s'arrêter, puis au retour, on va parler de Stephen Hawking, qui... toute l'histoire autour de l'intelligence artificielle, puis les robots et tout le reste, est-ce qu'il faut les craindre, les robots? Hawking a l'air à dire que oui, peut-être qu'il faut les craindre. Sûrement pas un fan de Blade Runner, en tout cas. On va revenir dans un instant avec Christian Page et les robots. Alors, c'est pas pour vous déprimer, les auditeurs, là, mais actuellement, là, à la TV... il est écrit « Calgary sous la neige ». Je m'en vais. Ça va finir par arriver. Mais avant ça, devons-nous craindre? Est-ce qu'on doit craindre davantage la neige ou les robots? En fait, c'est assez amusant cette nouvelle, que cette nouvelle arrive aujourd'hui alors que c'est la sortie de la nouvelle version du iPhone et évidemment on cible beaucoup toutes les nouvelles applications intelligentes. Bien sûr. Et de plus en plus autour de nous, on voit arriver cette intelligence artificielle. Certains s'en réjouissent, mais pas tous. Il y a des gens qui se sont prononcés un peu sur la crainte de cette intelligence
intelligence artificielle. Il y avait par exemple Elon Musk, que l'on connaît pour SpaceX, le créateur également de la voiture, la fameuse Tesla, et qui lui déjà rêve de mettre des hommes sur Mars. Là, c'est vraiment un visionnaire. Mais il a quand même sonné un peu l'alerte en disant attention, cette intelligence artificielle pourra un jour peut-être nous dominer. Et voilà que vient se joindre à cette voix nul autre que Stephen Hawking, qu'on connaît bien, l'astrophysicien, et qui celui qui est dans le fauteuil roulant, qui d'ailleurs d'une certaine c'est presque paradoxal comment il est lui aussi dépendant de cette nouvelle technologie. Il s'exprime par une machine, il se déplace en fauteuil roulant, mais malgré tout ça, il reste en contrôle de la machine. Et c'est ça que craint Hawking. Dans une entrevue qu'il a donnée il y a quelques jours, il craint qu'éventuellement on place trop de comportements intelligents dans la machine et que la machine nous surpasse. En fait, la peur, c'est le principe Prométhée, c'est-à-dire Frankenstein qui se retourne contre son créateur, etc. Donc la machine, la création qui se tourne contre le créateur. Et la machine étant sans âme et sans émotion, voilà. Elle pourrait devenir... Voilà. Et ce que Stephen Hawking raconte, il dit il faut faire attention parce que ces machines-là, nous, les êtres humains, bien sûr, il y a des décisions qui devraient, dans certains cas, être prises et qui relèvent de la logique. Mais bien sûr, comme on est des humains et on a des émotions, on est capable d'évaluer l'ensemble des comportements humains liés à ça. Est-ce que des machines feront ça ou est-ce qu'elles feront table rase dans une situation où la logique doit primer? Et lorsque la logique devra primer, peut-être qu'éventuellement la machine prendra le contrôle. C'est en fait une histoire que l'on retrouve à satiété dans la science-fiction. Oui. Mais... On pense par exemple, qui n'a pas vu le chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, l'Odyssée 2001, où la machine qui contrôle le vaisseau décide finalement, elle, de prendre en charge la mission plus que la volonté des astronautes. Moi, je me rappelle dans les années 60, un film qui m'avait beaucoup impressionné qui s'appelait Cerveau d'acier en français. C'était 2 super ordinateurs d'intelligence artificielle, l'un aux États-Unis et l'autre en Russie, qui avaient trouvé le moyen de communiquer entre eux et qui éventuellement voulaient dominer le monde. Donc là, on se retrouvait encore une fois sous la main d'une machine. Alors, et inversement, Christian, tu nous as raconté l'histoire de ce militaire russe qui, à un moment donné, sur ses écrans, il y avait une attaque de missiles nucléaires américains, ça s'est vraiment passé, et normalement, il aurait dû lancer la frappe nucléaire russe et il a décidé de ne pas le faire parce qu'il a pris le pari, il a pris la décision de dire que c'était sans doute un problème de la machine. Voilà. Mais peut-être qu'une machine à sa place aurait décidé de lancer la frappe nucléaire russe. Et c'est là que se trouve toute la nuance. Et c'est ce que Stephen Hawking nous dit. Lui, en fait, il craint, il dit, on connaît l'évolution exponentielle de la technologie. Il y a à peine 50 ans, un ordinateur qui était moins performant que mon téléphone portable, il devait être logé dans une pièce grande pratiquement comme une maison. Et aujourd'hui, on a ça dans un téléphone portable. On voit l'évolution exponentielle de cette technologie et on se dit, bon, qu'est-ce que ça va être dans 50 ou dans 100 ans? Stephen Hawking va même plus loin. Il est très pessimiste. Il dit, il nous reste à peine 100 ans. Si dans un siècle... Là, je le trouve... Ouais, évidemment, il est pessimiste. Il est comme dans une mauvaise passe. Depuis quelques années, Hawking, je le trouve de plus en plus... Pessimiste. Pessimiste. Il y a un autre mot pour ça, là, un peu... Défaitiste. Oui, défaitiste. Puis il verse de plus en plus, je trouve, dans l'espèce de sentiment apocalyptique. Oui, c'est vrai. Tu as tout à fait raison. Il a fait à peu près le même discours dans un autre domaine. Lorsque les scientifiques se sont réunis pour essayer de communiquer avec les extraterrestres, il y a eu une explosion, en fait, depuis 10 ou 20 ans à peu près, de recherche de signaux radio extraterrestres. Et dès qu'on a émis l'hypothèse, ou même pas l'hypothèse, le projet d'envoyer des signaux radio, envoyer des signaux radio dans l'espace pour essayer de communiquer ou de signaler notre présence, faire un coucou aux extraterrestres, Hawkins immédiatement a eu une levée de bouclier en disant « Attention », et là, il a évoqué le scénario de toutes les sociétés qui ont été finalement rayées de la carte parce qu'elles ont été en contact avec des civilisations plus avancées. On se rappelle, par exemple, les Autochtones d'Amérique, lorsque Colomb est arrivé ou lorsque les conquistadors espagnols sont arrivés en Amérique du Sud. Ce qu'il a dit, c'est que si jamais une civilisation vient chez nous, c'est probablement parce qu'elle sera supérieure à la nôtre sur le plan technologique. Et elle pourrait nous anéantir. Voilà, c'est ça. Bien, mais ça, c'est une pensée très humaine. Comment pourraient réfléchir des extraterrestres? Quelle est la pensée? Quels sont les mécanismes de la pensée extraterrestre? Difficile, on n'a qu'un seul modèle, le nôtre. Mais c'est vrai que dans le cas de ces communications avec les extraterrestres, encore une fois, Hawking a dressé un tableau excessivement négatif. Et là, il le fait encore une fois avec l'idée de ces robots qui pourraient éventuellement contrôler le monde. Mais c'est vrai,
c'est vrai qu'il n'est pas le seul à mettre un bémol sur l'évolution de ces robots. Donc, soyons prudents si éventuellement nous ne voulons pas nous réveiller comme le Victor Frankenstein avec sa création qui se tourne contre lui. Ouf! Souhaitons que ça n'arrive jamais. Oui. Alors, c'était Mété Complot avec Christian Page. Je rappelle l'édition dominicale à 14h avec Jeffrey Subrani. Ça a été un plaisir, Christian, comme d'habitude. Merci. Il me reste quelques secondes pour